Le président de la République, Alassane Ouattara, est arrivé hier jeudi à Montréal, au Canada. Il y est pour prendre part à la 5e conférence de reconstitution des ressources du Fonds mondial de lutte contre le VIH-Sida, la tuberculose et le paludisme, les 3 maladies les plus dévastatrices de la planète. Aujourd'hui, vendredi 16 septembre, c'est la journée internationale de la protection de la couche d'ozone. À cette occasion, le ministre de l'Environnement et du Développement durable, Alaka Dioremi, a fait une déclaration. On en parle dans cette édition. Et puis, François Hollande et Angela Merkel ont appelé hier jeudi à l'Elysée par rapport au sommet des 27 qui se réunit ce vendredi à Bratislava à adopter un agenda pour une claire vision de l'avenir de l'Europe. Mesdames et messieurs, bienvenue et merci de suivre les informations sur RTI 1. Nous vous le disions dans nos titres, le président de la République, Alassane Ouattara, accompagné de son épouse, est arrivé hier jeudi à Montréal, au Canada, et hier pour prendre part à la 5e conférence de reconstitution des ressources du Fonds mondial de lutte contre le VIH-Sida, la tuberculose et le paludisme, les 3 maladies les plus dévastatrices de la planète. Envoyé spécial de RTI 1 au Canada, à Ouattara. La 5e conférence de reconstitution des ressources du Fonds mondial de lutte contre le VIH-Sida, la tuberculose et le paludisme se tient les 16 et 17 septembre au Canada. Le président de la République, Alassane Ouattara, est à Montréal depuis jeudi pour prendre part à cette importante rencontre des donateurs. Il s'agit de mobiliser des ressources afin de réduire de façon durable et significative l'impact du VIH-Sida, de la tuberculose et du paludisme, 3 des pandémies les plus dévastatrices de la planète. Nous sommes particulièrement heureux d'être là pour participer au Forum mondial. Vous savez, c'est une réunion importante et la Côte d'Ivoire fait partie de la demi-douzaine de pays africains qui sont invités. Il y a des pays d'autres continents et ce sera une opportunité de montrer la solidarité pour lutter contre les fléaux qui minent beaucoup de pays, notamment en Afrique. Et c'était important que nous soyons là pour apporter notre expérience où les progrès sont énormes dans notre pays, mais également sur le continent africain. Donc voilà, nous sommes heureux de voir aussi le Premier ministre Trudeau et d'échanger avec lui et le Premier ministre du Québec. Créé en 2002, le Fonds mondial de lutte contre le VIH-Sida, la tuberculose et le paludisme, qui ambitionne de sauver 8 millions de vies supplémentaires et prévenir 300 millions de nouvelles infections d'ici à 2019, s'est fixé pour objectif la mobilisation de 6 500 milliards de francs CFA à Montréal. La 4e conférence de 2013 à Washington avait permis de collecter près de 6 000 milliards de francs CFA. Awatouri, envoyé spécial de RTI 1 au Canada. Ici, en Côte d'Ivoire, le gouvernement ivoirien a adopté une déclaration sur la nutrition. Le document a été signé par plusieurs ministres à la primature. C'est un plan d'action dans 7 domaines stratégiques pour améliorer la politique gouvernementale en matière de nutrition. Michel Digré. Le gouvernement déclare son engagement à œuvrer à éliminer la malnutrition sous toutes ses formes. Cette résolution prise par le gouvernement est matérialisée par la signature d'une déclaration. Le document est paraphé par 11 ministres du gouvernement. Il engage le pays à renforcer sa politique en matière de nutrition. L'approche préconisée étant la convergence de toutes les interventions pour améliorer l'état nutritionnel des populations. Mais tout cela a un coût et le Premier ministre ivoirien en est conscient. Nous sommes à une phase cruciale de notre processus, c'est de la mobilisation des ressources, car bien sûr, sans ressources, tous ces efforts seraient vains. Une bonne nutrition est le fondement pour un développement durable. Je voudrais donc vous inviter et inviter tous les partenaires ici présents, ainsi que le secteur privé, à soutenir les efforts du gouvernement à travers des appuis financiers, techniques et des partenariats économiques rentables pour la mise en œuvre du plan multisectoriel de nutrition PNM 2016-2020 du gouvernement ivoirien.
Pour mettre en œuvre la feuille de route de la lutte contre la malnutrition en Côte d'Ivoire, les organes du Conseil national pour la nutrition ont été officiellement installés. Deuxième grand titre de cette édition. Aujourd'hui, vendredi 16 septembre, c'est la journée internationale de la protection de la couche d'ozone. À cette occasion, le ministre de l'Environnement et du Développement durable, Alakwadjo Rémy, a fait une déclaration. Éric Goré. Cette année, le thème retenu pour la journée mondiale de la protection de la couche d'ozone est « Couche d'ozone et climat agissant tous ensemble pour les rétablir ». Ce thème est complété par le slogan « Œuvrer à réduire les HFC à fort potentiel de réchauffement global dans le cadre du protocole de Montréal ». Pour comprendre le thème retenu, il convient de rappeler que depuis plus d'un quart de siècle, l'un des plus grands défis posés à l'humanité est l'appauvrissement de la couche d'ozone qui protège la vie sur Terre des rayons ultraviolets nocifs émis par le Soleil. Si en plus, cette couche venait à disparaître, les rayons ultraviolets du Soleil stériliseraient la surface de la Terre, anéantissant toute vie présente et future. Les 197 pays de la communauté internationale œuvrent pour éviter à la planète Terre la catastrophe. Cette mobilisation de la communauté internationale enregistre déjà l'élimination de plus de 98% de substances qui appauvrissent la couche d'ozone. Pour ses efforts en faveur de la protection de l'environnement, la Côte d'Ivoire a été distinguée par le Programme des Nations Unies pour l'environnement en 2012 et en 2013. Le gouvernement ivoirien entend multiplier ses actions. C'est donc le lieu de réaffirmer ici et maintenant que notre gouvernement continuera de poursuivre ses actions et mieux, il est en train de faire mener une enquête nationale sur la consommation des HFC en vue de prendre des mesures de leur élimination, de mettre en place un centre d'excellence en froid, réfrigération et climatisation pour le recyclage des techniciens du froid, la formation continue des professionnels du froid et le renforcement de la formation initiale des élèves en froid. À cela s'ajoute l'élaboration d'un test pour réglementer l'importation, la distribution et la commercialisation des substances qui appauvrissent la couche d'ozone. Restons avec le ministère de l'Environnement et du Développement durable qui, en partenariat avec l'ONG Institut Afrique Monde Côte d'Ivoire, a organisé le lancement des activités sur la protection de l'environnement avec pour thème « Femmes et développement, quelle innovation pour les TIC dans l'éducation relative à l'environnement et au changement climatique ». Témoin pour RTI 1, Patricia Omouitia. Alors que le débat sur les réponses aux défis climatiques pour protéger l'environnement persiste, la montée du niveau des mers et des océans s'accélère. Le changement climatique provoque d'importants dégâts dans le monde entier. Cette situation touche plus particulièrement les femmes, puisque ce sont elles qui puisent l'eau, qui cultivent les terres ravagées par les inondations. Et pourtant, leur voix ne pèse pas lourd quand il s'agit de planification environnementale. C'est pour échanger sur ces problématiques que l'Institut Afrique Monde Côte d'Ivoire, en partenariat avec le ministère de l'Environnement, organise cette conférence. Ces réflexions-là seront versées au dossier du gouvernement pour que le gouvernement puisse donc, à partir de là, affiner sa stratégie et profiter des expériences des uns et des autres pour aller toujours dans le progrès des activités des femmes en Côte d'Ivoire. De façon spécifique, il s'agit de proposer une stratégie d'éducation par les TIC. Ces technologies vont davantage rendre les femmes autonomes tout en contribuant à la lutte contre la pauvreté. La direction régionale de la zone nord-est de l'Office ivoirien des parcs et réserves, OIPE, et nous sommes dans la localité de Bouda. Cette direction a procédé la semaine dernière au lancement d'une campagne de sensibilisation et d'information au profit des villages installés à la périphérie du parc national de la Komwe. Objectif, amener les populations à s'impliquer résolument dans la protection et la conservation de cette aire protégée. Vénance et Maniamière. Cette campagne de sensibilisation et d'information à l'endroit des populations installées à la périphérie du parc national de la Komwe a été l'occasion pour les élus locaux et les représentants des ONG de saluer une initiative de cette opération.
Le commandant Kwadio Yao Roger, directeur régional de la zone nord-est de l'Office ivoirien des parcs et réserves OIPR, a particulièrement déploré le phénomène de l'orpaillage au sein du parc. Selon lui, cette activité illégale a des conséquences fâcheuses sur la faune et la flore. Il y a certains villages qui ont demandé de façon expresse à constituer des comités villageois pour protéger le parc national de la Komoué. Ça, c'est des actions à saluer. Et nous aimerons que tout le monde aille dans ce sens pour donner la force à la Côte d'Ivoire de respecter ses engagements. Un appel réitéré par Seka Michel, le directeur régional des mines et de l'énergie de Bondoukou, avant de révéler que les 64 sites d'exploitation illégale d'or fermés il y a quelques mois dans le Gontougo et le Bunkani sont en train d'être recolonisés par les clandestins. Aussi a-t-il rassuré les uns et les autres de la disponibilité de son ministère à délivrer des permis d'exploitation artisanale à tous ceux qui veulent exercer dans ce secteur d'activité. En vue d'impliquer les riverains à la conservation du parc national de la Komoué, le préfet de Doropo, Konayapi, au nom du président du comité local de gestion de cette aire protégée, a annoncé un concours qui mettra en compétition les villages installés à la périphérie du parc. Il a précisé que les lauréats de ce concours bénéficieront de la réalisation d'un équipement social d'une valeur de 14 millions de francs CFA. Créé en 1968, le parc national de la Komoué, qui s'étend sur une superficie de 1 149 150 hectares, est classé patrimoine mondial et réserve de biosphère. Autre sujet dans cette édition, la première responsable du conseil Café Cacao était face à la presse. Elle a adressé un bilan suite aux réformes entreprises dans la filière Café Cacao. On en parle avec Noël Gagnon. Réguler, stabiliser, développer. Voici 4 campagnes que ces verbes sont conjugués par le conseil du Café Cacao pour redonner espoir aux producteurs de l'or brun et des cerises de café. Comment, avec quels moyens, quels sont les acquis, les insuffisances? Madame Massangué Touré-Litse, directeur général du conseil Café Cacao, et ses plus proches collaborateurs ont répondu à ces différentes interrogations des journalistes de la presse nationale et internationale, cela 2 heures durant, avec en pole position les actions socio-économiques. La recherche du bien-être du producteur est le fait marquant saillant de notre réforme. Aujourd'hui, le prix est annoncé, il est obligatoire et il est à respecter sur toute l'étendue de la zone de production de cacao. Le paysan bénéficie de mesures d'accompagnement. En 4 ans, c'est 81 ambulances qui ont été données dans toute la Côte d'Ivoire. En termes d'éducation, c'est 40 écoles que nous avons construites. En 4 ans, nous avons distribué 81 000 skis scolaires. On a réhabilité environ 8000 km de pistes de desserte agricole en 4 ans. En ce qui concerne l'hydraulique villageoise, nous avons des activités dans ce domaine. Avec la nouvelle campagne, le conseil a décidé de corriger un tort, le paiement des frais de transport au prorata de la distance parcourue. Si vous venez d'Aboisseau à Abidjan, on vous paiera le prix du transport d'Aboisseau à Abidjan. Si vous venez de Mans à Abidjan, on vous paiera le prix du transport de Mans à Abidjan. Donc la péréquation du transport vient corriger une forme de dysfonctionnement qu'on avait nous-mêmes laissé dans le système depuis la réforme. Autre fait souligné au cours de cette rencontre, l'objectif affiché de porter la production de café à 200 000 tonnes à l'horizon 2020. Elle est tout à fait autre chose à présent et rendons-nous en France où le ministre Kobena Kwasi Adjoumani était face aux éleveurs et autres professionnels du secteur de l'élevage pour vanter les atouts de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire qui veut moderniser le secteur de l'élevage avec ses partenaires. Hugues Hervé Blé. Un événement majeur dans le panorama des salons professionnels internationaux dédiés à l'élevage, le Space de Rennes est ainsi présenté par ses organisateurs. Ce rendez-vous des éleveurs pour ensemble construire l'avenir de leur secteur, la Côte d'Ivoire compte bien en tirer profit. Également le Cameroun représenté par son ministre de l'élevage, des pêches et des industries animales. Aux investisseurs et autres professionnels de l'élevage, le ministre Kobena Kwasi Adjoumani a expliqué que la Côte d'Ivoire est en quête de moyens pour améliorer les conditions de travail et de vie de ses éleveurs, que le pays a besoin de financement de produits, services ou équipements innovants. Le ministre des Ressources animales et halieutiques leur a aussi expliqué que tous ceux qui désirent aider au développement de l'élevage sont les bienvenus. Message transmis au fil africain organisé dans le cadre du SPES 2016. Nous avons une population de plus de 25 millions d'habitants.
Et nous avons besoin de nourrir ces populations-là par la mise en place donc d'élevage approprié. Nous importons plus de 60% de ce que nous consommons. Donc il y a un déficit de plus en plus. Nous avons décidé de repeupler nos stations d'élevage avec bien sûr des croisements que nous faisons. L'objectif en venant à ce salon, c'est de pouvoir parfaire cela pour permettre donc à nos élevages d'être compétitifs. Ambassadeur de la Côte d'Ivoire au SPES 2016, le ministre des Ressources animales et halieutiques était aussi celui du Salon de l'agriculture et de l'élevage d'Abidjan, le Sahara, qui sera heureux de recevoir en 2017 les éleveurs français et leurs beaux spécimens. Il a d'ailleurs pu les apprécier au cours des concours organisés pour célébrer les meilleurs parmi eux. La 30e édition du Salon international de l'élevage a réuni pendant 4 jours, jusqu'à ce vendredi donc, plus de 1440 exposants de 42 pays. Le ministre Adjoumani Chikobenon a également échangé avec Jean-Yves Le Drian, ministre français de la Défense, président de la région de Bretagne, où se tient le Salon international de l'élevage. Le ministre français s'est réjoui des avancées que connaît la Côte d'Ivoire dans de nombreux domaines. La France est engagée à accompagner les efforts de développement de la Côte d'Ivoire, a souligné le ministre français. De retour en Côte d'Ivoire, le président du Conseil économique et social, Charles Dibi Kofi, a reçu l'ambassadeur de l'Inde en Côte d'Ivoire et le président de la Chambre de commerce européenne à Abidjan. Il a été question du renforcement des relations de ces institutions avec la Côte d'Ivoire. Sidodi Wakadavila. La présence du président de la Chambre de commerce européenne et sa délégation dans les locaux du Conseil économique et social s'explique par le besoin de porter des réflexions sur les problèmes qui minent les entreprises ivoiriennes et ceux liés à la jeunesse. Nous regroupons des opérateurs économiques de toute taille, mais essentiellement des grandes entreprises qui rencontrent des problématiques économiques, sociales de différentes natures. Et ces problématiques, nous les traitons en interne et c'est ce que nous pouvons partager parce que le Conseil économique et social est un organisme non seulement de réflexion sur les problèmes d'aujourd'hui, mais qui anticipe sur les problèmes que la société et le pays pourra rencontrer demain. Nous devons partager nos préoccupations pour être certains en fait, que ce que nous remontons, nous, comme information et comme sujet, qui sont des véritables problèmes rencontrés au jour le jour par les entreprises, puissent être également intégrés dans les réflexions du Conseil économique et social. Avant cette visite, le président du Conseil économique et social, Charles Kofi Dibi, recevait l'ambassadeur de la République de l'Inde en Côte d'Ivoire. Le pays reçoit de l'Inde une aide importante qu'elle injecte dans plusieurs domaines d'activité, notamment l'agro-industrie, la santé et l'électrification rurale. De ce point de vue, les relations entre les deux pays sont au beau fixe. La rencontre entre Charles Kofi Dibi, le président du Conseil économique et social et le diplomate indien, a permis de mettre l'accent sur les nouvelles dispositions prises pour renforcer davantage cette coopération. Parlons maintenant d'éducation. Un collège à Kido, village de la sous-préfecture de Ouélé. Cela pour faire face aux difficultés liées à l'éloignement des établissements, difficultés liées aux problèmes de tuteurs et les conditions de travail des élèves. L'établissement est niche de la volonté des cadres de la localité. Hassan Khan, Abdul Kader Segodogo, RT Boaké. L'éloignement des établissements secondaires, difficile de trouver des tuteurs pour les élèves orientés. Telles sont entre autres les réalités que vivent les populations de Kido, village de la sous-préfecture de Ouélé, dans la région de Lifou. Moi-même personnellement, j'ai fait le CG Ouélé ici. Et au fil des années, au fil du temps que la population prend du volume, il se trouve que nos enfants qui reçus à l'entrée en 6e, on les envoie très loin de leur localité de naissance. Donc aujourd'hui, ces difficultés-là sont un peu aplanies
Un établissement secondaire vient de sortir de terre pour faire face aux difficultés des élèves et soulager les parents. Une initiative d'un cadre de la région. Initiative qui vise à soutenir la politique du gouvernement, à faciliter la formation. L'inauguration officielle de l'infrastructure scolaire a eu lieu en présence des autorités politiques, coutumières et administratives de la localité. Ma mission, c'est d'aider à la scolarisation de tous les enfants de ce pays. Donc, je dis un grand merci au président pour l'école pour tous. Cet établissement va permettre de décongestionner un peu les effectifs pléthoriques qu'on constate dans l'établissement de la région du Fou. Ce collège accueillera ses premiers élèves cette année scolaire 2016-2017. Un commentaire plutôt de Chris Larsen Diarra-Souboro. En économie, le directeur général du Trésor public était face à la presse nationale et internationale. Saouré Konan-Jacques a dit vouloir moderniser davantage la structure qu'il dirige pour la rendre plus performante. Francis Boifo. Accélérer la modernisation des outils de gestion, accroître et pérenniser les capacités de financement de l'État, renforcer les capacités du bien-être social du personnel, améliorer la transparence et la bonne gouvernance. Les objectifs du nouveau directeur général du Trésor, Saouré Konan-Jacques. Il a annoncé la mise en place d'un compte unique contre 3200 comptes publics dans le cadre de la bonne gouvernance. Ce procédé a plusieurs avantages. En termes de gestion de la trésorerie, ça permet d'éviter la trésorerie oisive. Si vous n'avez pas besoin d'argent tout de suite, on ne vous met pas de trésorerie à disposition. Ça permet également à l'État d'évaluer ses besoins réels de trésorerie. De ce point de vue, nous pensons que ça va contribuer à régler le problème de la dette fournisseur. La direction générale du Trésor a également l'ambition de réduire le délai de paiement des factures des fournisseurs de l'État, actuellement de 90 jours. Nous devons faire en sorte que ces délais soient réduits et ramenés à 60 ou 30 jours. Pour lutter contre la corruption, un numéro vert est mis à la disposition des usagers. Selon le directeur général du Trésor, c'est le 8000 10 10. Concernant la mobilisation des capitaux, Saouré Konan-Jacques s'est engagé à atteindre les objectifs d'ici à décembre 2016. Sur 1388 milliards de francs CFA à mobiliser, 670 milliards l'ont été à fin juillet dernier. Francis Boifo, management public et privé, quelle synergie pour accompagner le développement? C'est en substance le thème du panel qui a guidé la réflexion lors de la cérémonie consacrant la 40e promotion des auditeurs du CAMPC, le Centre africain de management et de perfectionnement des cadres. Franck Quadio. Quand des managers et leaders d'entreprises confirmés ou en devenir se retrouvent en un lieu pour un moment festif, le baptême de la 40e promotion des auditeurs du CAMPC, Centre africain du management et du perfectionnement des cadres, le partage d'expériences est bien tentant. Et c'est par le moyen d'un panel sur la synergie des managements publics et privés pour une meilleure contribution au développement que s'articule la réflexion. L'administration publique doit pouvoir, à travers son management, organiser l'environnement des affaires, notamment en prenant des lois qui encouragent, en mettant en place un système organisationnel juridique. À retenir la satisfaction du client. Et cela même en matière de management de l'administration publique. Si le management est une vision, si le management est un ensemble de méthodes à mettre en œuvre, et bien entendu suivi, n'est-ce pas, d'actions concrètes, dans le but de changer, de transformer, et dit pour satisfaire bien entendu le client et l'organisation, je pense qu'au niveau du secteur public, on peut bien réussir cela. Une somme de connaissances, les auditeurs disent avoir beaucoup appris. L'objectif premier d'un manager, c'est de pouvoir atteindre ses objectifs. Et donc, nous aimerions avoir plus d'opportunités, plus d'expérience dans le management public et le management privé. Un an de formation ainsi parachevé. Place à la célébration. Musique et paillettes, puis le baptême des 97 membres de la 40e promotion des auditeurs du CAMPC. Notons qu'en 41 ans d'activité, le Centre africain de management et de perfectionnement des cadres a formé plus de 21 000 cadres africains.
Le conseil régional du Bafing a tenu sa 3e session ordinaire tournante à Diomon. Diomon, c'est dans le département de Touba. Cette rencontre a porté sur le bilan des activités au titre de l'année 2016 et l'adoption du budget pour l'année 2017 qui s'élève à plus d'1,3 milliard de francs CFA. Odorine Kakoubla Anigori. Plus d'1,3 milliard de francs CFA. C'est le budget primitif en termes de fonctionnement et d'investissement du Conseil régional du Bafing au titre de l'année 2017. Un budget adopté par les conseillers régionaux à l'occasion de sa session ordinaire tournante, la 3e du genre à Diomon, dans le département de Touba. Pour le président Lassina Diomondé, ce fonds prévisionnel va servir à la réalisation de nouvelles infrastructures, dont l'ouverture de nouvelles routes et de sous-préfectures. Il avait à ses côtés le secrétaire général Pierre Diaoré Zarabé, représentant le préfet, la vice-présidente de l'Assemblée nationale, Adadja Fatiga Sara Sako. Dressant le bilan des activités au titre de l'année 2016, l'honorable Lassina Diomondé a fait cas de la réalisation d'une trentaine de projets dont certains sont en cours. Il s'agit de la construction de la maternité et la sous-préfecture de Diomon, la connexion de 6 villages sur 22 au réseau électrique, ainsi que l'ouverture de la voie reliant Sawela à Gouékan. Le président du conseil régional a remercié le président de la République, Alassane Ouattara, pour avoir initié cette politique de développement local à travers les conseils régionaux. Les populations venues de 26 villages de la région ont exprimé leur reconnaissance et leur soutien au président du conseil régional et son équipe pour les nombreux travaux réalisés. Elles les ont exhortés à toujours œuvrer en faveur de l'émergence de la région du Bafing. Restons toujours dans le Bafing, mais cette fois pour parler de sport. La jeunesse de Touba a initié un tournoi de football au nom de la première dame de Côte d'Ivoire, Mme Dominique Ouattara. Un tournoi dont la finale a opposé l'équipe de Démissin à l'équipe FC Kouyaté Masokone Sitasoro. Ils sont venus nombreux prendre d'assaut le stade Namamouri Fadiga de la ville de Touba. Jeunes, vieux, chefs de village et de quartier, autorités administratives, tous ont répondu présents à cet événement. 2 équipes étaient opposées pour cette finale du tournoi Dominique Ouattara dans la ville de Touba. L'équipe d'Émissin contre l'équipe FC Kouyaté. À l'issue de ce match, c'est l'équipe d'Émissin qui remporte la coupe en menant son adversaire 2-0. Pour les initiateurs de ce tournoi, le choix porté sur la première dame s'explique par les nombreuses actions qu'elle mène en faveur de la jeunesse ivoirienne en général, mais surtout celle du Bafing en particulier. Rassembler la jeunesse au cours d'un tournoi de football était un prétexte pour les sensibiliser au vivre ensemble et à la cohésion sociale. Les vainqueurs de cette 2e édition de la Coupe Dominique Ouattara dans la ville de Touba ont reçu de nombreux lots, dont un trophée, des maillots et des dons en espèces. Encore du sport, le nouveau classement FIFA a été dévoilé hier jeudi par l'instance mondiale du football. Il y a eu de nombreux changements, plus particulièrement au niveau de la zone Afrique. La Côte d'Ivoire a détrôné l'Algérie qui était à la tête du football africain depuis plus de 3 mois. Les Algériens régressent donc au tableau au profit des éléphants de Côte d'Ivoire qui passent de la 3e à la 1re place. Et nous allons terminer avec cette information. François Hollande et Angela Merkel ont appelé hier jeudi à l'Élysée par rapport au sommet des 27 qui se réunit ce vendredi à Bratislava, situé dans le sud-ouest de la Slovaquie, à adopter un agenda pour l'Union européenne fortement ébranlé par le Brexit, la sortie de l'Angleterre de l'Union européenne. Pour eux, il faut faire de Bratislava un sommet utile à l'Europe qui donnerait aux Européens une claire vision de leur avenir. Et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Restez avec nous sur RTI 1.